Permettez-moi de partager mon histoire d'enfance, souvent négligée et cachée dans l'ombre de ma sœur aînée. Je m'appelle Eda et ma sœur Teresa, de 3 ans mon aînée, semblait être sous les projecteurs de l'attention de nos parents. C'était comme si elle était fille unique. Chaque nouvel achat, qu'il s'agisse du dernier téléphone, des chaussures à la mode ou d'un ordinateur portable high-tech, appartenait d'abord à Teresa. Lorsqu'elle s'est améliorée, ses anciennes possessions sont devenues les miennes. Notre famille avait des difficultés financières. Il semblait que mes besoins étaient une réflexion secondaire pour mes parents. Ma grand-mère, la mère de ma mère, est la seule à avoir remarqué la disparité. À chaque visite, elle scrutait mes objets d'occasion avec un air mécontent, comme si elle avait mordu dans quelque chose d'amer. Dans ces moments-là, elle me glissait discrètement une enveloppe contenant de l'argent. Achetez quelque chose de spécial pour vous-même, insistait-elle, quelque chose qui vous appartient vraiment. Ma grand-mère n'était pas seulement riche, elle était aussi vraiment attentive. Contrairement à mes parents, elle s'intéressait à ma vie, me posant des questions sur l'école, mes amis et mes passe-temps, ces choses quotidiennes sur lesquelles les parents s'enquièrent généralement mais que les miennes ignoraient. À l'âge de 16 ans, ma patience était à bout. J'en avais assez d'être invisible dans ma propre maison, de toujours porter les vêtements abandonnés de Teresa, de me sentir comme un fantôme au sein de la famille. Déterminé à tracer ma voie, j'ai trouvé un emploi dans un café local. C'était un travail humble, prendre les commandes, tenir la caisse et nettoyer, mais chaque dollar que je gagnais me donnait du pouvoir. C'était le mien, intact de l'ombre d'objets d'occasion. Travailler pour moi-même a eu des récompenses inattendues. J'ai trouvé la satisfaction de gagner ma subsistance, de savoir que les choses que j'achetais étaient vraiment à moi, sans le sentiment persistant de dette envers les restes de Teresa. Ma grand-mère a compris ce changement en moi. Elle visitait souvent le café tout en me regardant avec fierté pendant qu'elle sirotait son café, me voyant prospérer selon mes conditions. Le 19e anniversaire de Teresa a marqué une grande célébration de son passage à l'âge adulte. Mes parents n'ont épargné aucune dépense, s'assurant un lieu somptueux, des traiteurs gastronomiques et invitant une foule de parents. J'ai passé la matinée à m'installer, à regarder ma mère arranger minutieusement chaque détail. Le soir, la salle grouillait d'invités et Teresa se glissait parmi eux, radieuse dans une toute nouvelle robe, recevant des éloges comme des rois lors de son couronnement. Pendant ce temps, je me tenais à l'écart, vêtu de mes plus beaux vêtements, essayant de me fondre dans le décor. Le point culminant de la soirée a été lorsque mon père s'est levé pour porter un toast à Teresa, le visage illuminé de fierté alors qu'il parlait, vantant ses vertus et ses réalisations. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir encore plus comme un enfant oublié, éclipsé même sur une scène aussi grandiose. Au plus fort de la célébration, mon père s'est levé avec une lueur dans les yeux, attirant l'attention de tous vers lui. À côté de lui, ma mère, rayonnante d'enthousiasme, intervint. Comme vous le savez tous, Teresa a été une élève exceptionnelle tout au long de sa vie. J'ai presque roulé des yeux devant le récit familier. Mon père, gonflé de fierté, a annoncé « Nous sommes ravis de faire savoir à tout le monde que Teresa fréquentera l'université de Preston cet automne ». La salle a éclaté sous les applaudissements. Preston était le genre d'université privée d'élite où les frais de scolarité à eux seuls pouvaient éclipser le coût d'une maison moyenne. Nous économisons pour ça depuis qu'elle est petite, a poursuivi papa, la poitrine bombée. Cela n'a pas été facile, mais nous pensons que rien n'est trop beau pour notre Teresa. C'est alors que grand-mère s'est levée, avec une expression sévère que je reconnaissais trop bien, le regard qui disait qu'elle en avait assez vu. C'est une merveilleuse nouvelle, commença-t-elle, sa voix traversant les applaudissements désormais assourdis. Je suis vraiment heureux pour Teresa. Cependant, je dois vous demander, avez-vous également mis de côté un fonds similaire pour les études universitaires d'Eda? La pièce tomba dans un silence palpable. Mes parents avaient l'air d'avoir été pris au dépourvu, leur visage se tournant vers leurs chaussures. Ma mère trébucha sur ces paroles, ses joues rougissant. Eh bien, il est encore temps. Eda n'a pas encore fini ses études secondaires, mais grand-mère l'interrompit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, Sandra. En essayant de garder un ton décontracté, ma mère a répondu, eh bien, pour être honnête, Eda n'est pas exactement une étudiante comme Teresa. Ses notes ne le sont pas, elle pourrait simplement continuer à travailler au café après avoir obtenu son diplôme. L'air avait l'impression d'avoir été aspiré hors de la pièce. J'ai ressenti une pointe d'humiliation, mais avant que je puisse réagir, grand-mère sortait déjà de son sac à main mon bulletin le plus récent, celui avec des A directs et un A+ en chimie. Ces notes, a-t-elle contesté, le montrant à la vue de tous,
sont les notes de quelqu'un qui ne correspond pas à l'université. Celles que vous connaîtriez si jamais vous demandiez à votre plus jeune à propos de son école. Le silence envahit la pièce pendant que grand-mère énumérait mes notes. Les visages de mes parents sont passés de l'embarras au choc. Nous ne savions pas, murmura mon père d'un air penaud. Exactement, répliqua grand-mère, sa voix aiguë comme du verre brisé. Tu ne le sais pas parce que tu es trop concentré sur Teresa pour réaliser que ton autre fille existe. Maman, s'il te plaît, a tenté d'intervenir ma mère, mais grand-mère était implacable. Non, tu dois écouter, a-t-elle poursuivi. Maintenant, dis-moi, pourquoi n'as-tu pas économisé pour les études d'Eda? Et ne me mens pas, Sandra. Je t'ai mieux élevé que ça. Sous le poids des regards, mon père a avoué, nous avons utilisé toutes nos économies pour payer les frais de scolarité de Teresa. Le souffle collectif des proches fut comme un coup physique, me donnant envie de pouvoir disparaître. Mais grand-mère n'avait pas fini. Alors tu n'as rien laissé pour ta plus jeune fille, dit-elle en secouant la tête avec dédain. Eh bien, je vais payer les études universitaires d'Eda, chaque centime, car il semble que je sois le seul adulte ici qui insiste pour traiter ses filles sur un pied d'égalité. Déchiré entre la gratitude envers ma grand-mère et le désir d'échapper à la tension écrasante, je restais assis, figé. Teresa, quant à elle, regardait son gâteau comme s'il contenait les réponses à l'univers. Après la débâcle de la fête d'anniversaire de Teresa, notre maison s'est transformée en une forteresse froide et silencieuse. Mes parents semblaient nourrir l'idée que j'avais conçu tout l'épisode, manipulant grand-mère pour révéler leur partialité. Comme en réponse à leurs accusations tacites, un froid glacial s'est installé sur nos interactions. Cet automne-là, Teresa est partie pour l'université de Preston et, avec son départ, toute la chaleur qui restait dans notre maison a semblé disparaître. Mes parents dérivaient au fil des jours comme des spectres, reconnaissant à peine ma présence. Parfois, je les surprenais en train de me lancer des regards mêlés de ressentiment et de honte, comme si j'étais le rappel vivant de leur disgrâce. J'ai continué ma routine, travaillant au café et maintenant de bonnes notes, existant dans le calme résonnant de notre maison. Le temps a passé lentement, mais finalement, mon diplôme d'études secondaires approchait. J'ai été accepté à l'université d'État, une institution respectable, mais pas aussi prestigieuse que Preston. Ce n'était pas seulement une école pour moi, c'était un portail vers la liberté. Le visage de ma grand-mère s'est illuminé lorsque je lui ai montré la lettre d'acceptation, sa fierté contrastant fortement avec la reconnaissance tiède de mes parents. Ils ont assisté à ma cérémonie de remise des diplômes, mais ils étaient aussi distants que des étrangers, n'offrant rien de plus qu'une carte superficielle et des félicitations génériques avant de revenir aux discussions sur les réalisations de Teresa. L'université est devenue mon sanctuaire. Je vivais dans les dortoirs et je passais mes pauses chez grand-mère. De temps en temps, je rendais visite à mes parents, entretenant un lien superficiel. Ces visites étaient prévisibles. Je m'asseyais et il remplissait l'air de récits sur les derniers succès de Teresa, son diplôme avec mention, son travail de haut niveau, sa relation avec Gabriel, un financier bien placé susceptible de devenir son fiancé. J'écoutais en silence, mes réalisations non demandées et tacites. Lors de ces mises à jour, je n'offrirais rien de plus que des hochements de tête et des sourires, laissant leurs mots passer au second plan. Pourquoi s'embêter à partager mes propres réussites ou mes rêves? Ils n'avaient jamais manifesté d'intérêt auparavant. Il n'y avait aucune raison de penser qu'ils le feraient maintenant. Pendant ce temps, mon père ajoutait avec enthousiasme des détails sur la famille aisée de Gabriel et son activité immobilière en plein essor, dressant ainsi le tableau d'un avenir qui semblait parfait. Dans ces moments-là, j'ai senti le regard de ma grand-mère posé sur moi, son regard rempli de compréhension. Elle savait pourquoi je restais silencieux, pourquoi je les laissais tourner autour de Teresa sans interruption. La bataille pour la reconnaissance avait depuis longtemps perdu de son attrait. Comment se passent réellement tes cours? Demandait grand-mère une fois que nous étions seuls, sa voix chaude d'une véritable curiosité. Je parlerai de mes études, de mes projets et de mes aspirations. Elle s'est impliquée dans chaque détail, offrant des idées et des encouragements. Après avoir obtenu mon diplôme de l'université d'État, ayant obtenu un poste dans une société de marketing réputée, mon travail acharné s'est finalement traduit par un succès tangible. J'avais mon appartement, un revenu confortable et un parcours professionnel qui me remplissait de fierté. Au fur et à mesure que j'établissais ma vie indépendante, le contraste entre mon monde et celui centré autour de Teresa s'accentuait. Pourtant, avec le soutien de grand-mère, j'ai traversé ces deux réalités, chérissant la liberté de construire un avenir selon mes conditions.
La vie progressait à merveille pour moi, définie par un sentiment passionnant d'autonomie par rapport à l'orbite de mes parents. Cependant, lorsque le mariage de Teresa a eu lieu, mes parents se sont vraiment surpassés. Ils ont organisé une soirée somptueuse dans un manoir historique orné de jardins immaculés, avec un quatuor à cordes et un repas gastronomique de 4 plats, comportant même une sculpture élaborée. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient financé ce grand spectacle avec un prêt de 500 000 $. Malgré mes réserves internes quant à leur décision financière, j'ai gardé mes opinions pour moi et je me suis concentré sur la célébration du joyeux jour de ma sœur. Teresa était radieuse et son mari Gabriel semblait vraiment décent. Quelques années plus tard, ce fut à mon tour d'organiser un mariage. Connor, mon partenaire depuis 4 ans, m'a proposé et j'étais ravi. Nous avons organisé une modeste célébration de fiançailles dans mon restaurant préféré avec nos proches, y compris, bien sûr, ma grand-mère bien-aimée. La soirée se déroulait à merveille jusqu'à ce que grand-mère se lève pour parler. Ses yeux avaient cette lueur significative et familière la même que lors de la fête du 19e anniversaire de Teresa. S'adressant chaleureusement à la pièce, elle se tourna ensuite ostensiblement vers mes parents. « Sandra, Jefferson, vous avez orchestré un si beau mariage pour Teresa. J'espère qu'elle prépare quelque chose d'aussi splendide pour l'État, a-t-elle déclaré. La pièce tomba dans un silence gênant. Mes parents se tortillaient sous le regard inébranlable de grand-mère. Ma mère, avec un étrange sourire, répondit, « Bien sûr, nous voulons que nos 2 filles fassent de beaux mariages. » En essayant d'échapper à la tension, j'ai rapidement changé de sujet, mais les paroles de grand-mère persistaient, modifiant l'atmosphère. Quelques jours plus tard, ma mère m'a invité pour discuter du mariage. À contre-cœur, j'ai accepté, choisissant d'y aller seul malgré l'offre de Connor de me rejoindre. Pendant le dîner, ma mère m'a demandé avec impatience quelle était ma vision du mariage. J'ai expliqué que Connor et moi envisagions un petit rassemblement intime d'environ 72 personnes avec un budget que nous avions soigneusement planifié à 33 000 $ provenant de nos économies. À ma grande surprise, ma mère a semblé consternée par la modique somme. Absolument pas. Ce n'est pas du tout acceptable. Nous prendrons en charge les frais du mariage comme nous l'avons fait pour celui de Teresa. Ne vous inquiétez pas du budget. Choisissez ce que vous voulez, a-t-elle insisté. J'étais abasourdi. Après des années de réflexion après coup, mes parents étaient soudain impatients de financer un somptueux mariage pour moi. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à identifier exactement de quoi il s'agissait. Pour la première fois, je me sentais reconnu comme une vraie fille et je me laissais prudemment croire que peut-être, juste peut-être, les interventions persistantes de grand-mère avaient trouvé un écho en elle. Le jour du mariage en lui-même était un rêve. Elle a eu lieu dans une station balnéaire pittoresque au bord d'un lac avec une cérémonie organisée près de l'eau tranquille. Chaque détail, des superbes compositions florales à la cuisine exquise, était parfait. L'ambiance était joyeuse et tout le monde semblait passer un moment fantastique. En regardant autour de moi cette scène magnifiquement orchestrée, j'espérais que cela marquait un véritable changement dans ma relation avec mes parents, une réduction du fossé qui définissait depuis longtemps nos interactions. Mes parents semblaient vraiment apprécier le mariage, se mêlant aux invités et affichant un semblant de fierté qui semblait authentique pour une fois. Grand-mère, avec un scintillement dans les yeux, m'a pris à l'écart lors de la réception pour exprimer son bonheur. « C'est exactement ce que tu mérites, chérie, murmura-t-elle en m'embrassant chaleureusement. Je suis tellement contente que tes parents soient intervenus pour ta journée spéciale. Elle a même demandé à mes parents de les remercier d'avoir organisé un événement aussi merveilleux. En quittant la réception, Connor et moi étions au 7e ciel, prêts à savourer notre lune de miel à Hawaï, parfaitement détachés de tout sauf l'un de l'autre et de notre nouvelle vie ensemble. Cependant, la réalité s'est effondrée peu de temps après notre retour. Lors du déballage, une notification par courrier électronique a attiré mon attention. La ligne d'objet indiquait simplement « frais de mariage ». S'attendant peut-être à un résumé des coûts par curiosité, j'ai ouvert l'email et j'ai trouvé en pièce jointe une facture détaillée totalisant 65 000 $, avec une note de ma mère indiquant « Nous espérons que vous traiterez cela rapidement ». Détail de paiement joint. Mes mains tremblaient alors que l'incrédulité se transformait en choc. Cela ne pouvait pas être réel. Connor est venu vers moi au son de mon appel étouffé. Son expression est passée de la confusion à l'indignation alors qu'il lisait l'email. Ils nous facturent après avoir insisté pour payer eux-mêmes le mariage ? Cela doit être une sorte d'erreur, a-t-il déclaré, même si sa voix trahissait ses doutes. Mais ce n'était pas une erreur. La facture était bien réelle, tout comme leur attente de notre part.
Ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble, regardant nos comptes bancaires, essayant d'en saisir les implications. Nous avons l'argent, dis-je d'une voix creuse, faisant référence aux économies destinées à notre future maison. Connor a suggéré que nous parlions d'abord à mes parents, dans l'espoir d'obtenir des explications, mais au fond, je ressentais l'amère vérité. Il n'y a eu aucun malentendu. Ce n'était qu'un autre chapitre de la même vieille histoire, où ils m'ont construit pour me laisser tomber. Sauf que cette fois, ils avaient attendu après le mariage. Le cœur lourd, j'ai rédigé le chèque de 165 000 $, regardant nos rêves de maison se dissiper à chaque coup de stylo. En scellant l'enveloppe, j'ai ressenti non seulement une trahison, mais une détermination sévère qui se durcissait en moi. J'ai fini, déclarai-je à Connor alors que nous déposions l'enveloppe dans la boîte aux lettres. J'ai fini d'essayer, j'ai fini d'espérer, j'ai juste fini. Et ta grand-mère ? Demanda-t-il doucement, inquiet. Devrions-nous lui dire ? Je m'arrêtai, le poids de la situation pesant sur moi. Je ne peux pas, admis-je. Elle était si fière au mariage, si heureuse. Je ne peux pas l'écraser avec ça. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé alors que je revoyais tous les signes que j'avais ignorés, leur générosité soudaine, leur insistance pour un mariage extravagant, leur rejet de mon budget. J'avais tellement voulu croire qu'ils avaient changé, et dans mon désir, j'étais tombé droit dans leur piège. Alors que la vie commençait à s'installer dans une nouvelle normalité, Mélanie, une amie de la famille connue pour sa gaieté envahissante et ses gâteaux aux fruits non comestibles, est apparue à l'improviste un dimanche après-midi avec un sourire éclatant et un gâteau à la main. Elle est passée devant moi dans le salon, sa présence étant un rappel brutal de la façade sociale que mes parents continuaient d'entretenir. Et ah, chérie, gazouilla-t-elle, donnant le ton à ce que je m'attendais à être une rencontre gênante. Cela faisait un moment que je n'avais pas vu tante Mélanie, mais comme d'habitude, elle est apparue à notre porte à l'improviste, affirmant qu'elle était juste dans le quartier et qu'elle voulait voir comment la vie conjugale me traitait. Tante Mélanie, la sœur de mon père, était la présentatrice autoproclamée du journal télévisé de la famille, toujours désireuse de recueillir les moindres ragots. Ses visites étaient rarement brèves et donnaient souvent l'impression qu'elle était là pour recueillir des histoires plutôt que pour véritablement rattraper son retard. « Puis-je t'offrir du café ?» J'ai proposé, me préparant à ce que je savais être plus qu'une simple conversation rapide. « Oh oui, chérie, alors nous pourrons nous rattraper correctement, » répondit-elle en s'installant dans notre canapé avec l'air de quelqu'un qui se prépare pour un long séjour. Une fois assise, elle plongea. « Je n'ai pas vu tes parents depuis des lustres. Comment vont-ils ? » Je m'affairai devant la cafetière, retardant ma réponse. « Je ne saurais pas, répondis-je finalement. « Je ne le saurais pas ?» répéta-t-elle, son ton grimpant de surprise. « Que veux-tu dire ? Je ne le saurais pas ? Ce sont tes parents. » Je ne leur parle plus, dis-je clairement en posant son café devant elle. Mais pourquoi ? Elle se pencha en avant, ses yeux s'éclairant à l'odeur des ragots frais. Ils vous ont offert un si beau mariage. Tout le monde en parle encore. Je préfère ne pas en discuter, dis-je fermement. 3 jours après sa visite, mon téléphone a explosé de notifications. Tante Mélanie s'était rendue sur Facebook, diffusant sa version de notre conversation dans un message chargé de déception et de jugement. Cela me brise le cœur de voir à quel point certains enfants peuvent être ingrats de nos jours. Je viens de rendre visite à ma nièce, qui m'a dit qu'elle avait coupé tout contact avec ses parents, les mêmes parents qui viennent de lui organiser un magnifique mariage. Plus de respect pour la famille. Les parents sacrifient tout, et c'est ainsi qu'ils sont récompensés. Des enfants ingrats. Des valeurs familiales au cœur brisé. Les commentaires affluèrent instantanément. Des parents éloignés, avec qui je n'avais pas interagi depuis des années, sont soudainement devenus des critiques virulents de ma vie, me qualifiant d'ingrat, de gâté et d'irrespectueux. Même ceux qui s'occupaient rarement des affaires familiales exigeaient désormais des explications, me taguant dans des réponses agressives. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le commentaire de ma mère sous le post de Mélanie. C'est vrai ce qu'ils disent, on ne connaît jamais vraiment ses enfants. Certains montrent de la gratitude et de l'appréciation pour tout ce que leurs parents font pour eux. D'autres, eh bien, vous pouvez certainement faire la différence entre mes filles aînées et mes plus jeunes filles. Les paroles de ma mère, qui ressemblaient à des coups violents dans mon cœur, ont fait craquer quelque chose en moi. Assez, déclarai-je à voix haute, surprenant Connor par la même occasion. J'avais fini d'être décrit comme le méchant dans leur récit. Tremblant, j'ai récupéré le chèque que j'avais rédigé pour 165 000 $ dans mon classeur,
j'ai pris une photo montrant clairement le montant et j'ai commencé à rédiger ma propre publication sur Facebook. Puisque tout le monde semble avoir une opinion sur ma relation avec mes parents, permettez-moi de partager la vraie histoire. J'ai tapé. Oui, ils m'ont organisé un beau mariage. Non, je ne l'ai pas demandé. En fait, j'avais prévu une célébration modeste avec un budget de 333 000 $, que j'avais l'intention de payer moi-même. Ils ont insisté pour une affaire plus grande, promettant d'en couvrir les frais, tout comme ils l'ont fait pour Teresa. Une semaine après le mariage, ils m'ont envoyé cette facture de 65 000 $, soit 5 fois mon budget initial. Voici le chèque que je devais leur faire, en utilisant chaque centime de l'acompte de notre maison. C'est pour ça que je ne parle plus à mes parents. J'ai cliqué sur Reposter avant de pouvoir me remettre en question, en joignant la photo du chèque. La réaction a été rapide et dramatique. Les mêmes proches qui m'avaient traité d'ingrat exprimaient désormais leur choc, et la vague de commentaires sous le message initial de Tante Mélan s'est inversée. Beaucoup réclament désormais sa suppression, ébranlés par la révélation de l'histoire complète. Mon téléphone a sonné au moment où je mettais la table pour le dîner. C'était grand-mère. J'entendais la tension dans sa voix lorsqu'elle demandait « Eta, est-ce vrai ce que tu as posté sur l'addition du mariage ?» J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout dit. J'ai expliqué comment maman et papa avaient rejeté mes souhaits d'un mariage simple, insisté sur une liaison extravagante, puis nous avaient giflé avec une facture stupéfiante de 165 000 $ juste après notre lune de miel. J'ai raconté comment Connor et moi avons dû utiliser l'acompte de notre maison pour couvrir les dépenses imprévues. Pendant que je parlais, il y eut un lourd silence à l'autre bout du fil. Quand j'ai eu fini, grand-mère a finalement parlé, sa voix remplie d'un mélange de colère et de détermination. « Ces gens misérables et égoïstes », soupira-t-elle. « Écoute-moi, A, concentre-toi sur prendre soin de toi et de Connor. Je m'occuperai de tes parents. Grand-mère, tu n'es pas obligée de... » Oui, je le fais, intervint-elle fermement. Je les ai vus vous traiter comme un citoyen de seconde zone toute votre vie, mais ça, c'est un nouveau plus bas, même pour eux. Son ton se durcit. Ne t'inquiète plus pour eux. Je m'en occupe. Après avoir raccroché, j'ai passé l'heure suivante à bloquer méthodiquement mes parents sur toutes les plateformes de communication, téléphone, email, réseaux sociaux. J'en avais fini avec leur jeu, fini avec leur manipulation, fini avec l'espoir qu'ils changeraient. Une semaine après ma publication sur les réseaux sociaux, j'étais en train de préparer le dîner lorsque j'ai entendu frapper agressivement à la porte. Connor travaillait tard, alors j'étais seul quand je l'ai ouvert pour trouver ma mère, le visage rouge de fureur. « Comment oses-tu » a-t-elle crié en faisant irruption devant moi dans la maison. « Comment oses-tu courir vers ta grand-mère avec tes mensonges ?» J'ai tenu bon, ma voix ferme. Je n'ai menti sur rien. Vous m'avez envoyé une facture, je l'ai payée, puis j'ai montré la vérité à tout le monde lorsque vous avez essayé de me faire mal paraître. Tu as tout gâché. Elle était presque hystérique maintenant. Ta grand-mère a changé son testament à cause de toi. As-tu une idée de ce que tu as fait? Ces paroles furent un choc, mais je restai calme. De quoi parles-tu? Elle te laisse presque tout. La voix de maman se brisa. La maison, ses économies, tout. Teresa reçoit de petites sommes, et ton père et moi ne recevons rien. Et tout est de ta faute. J'ai traité cette nouvelle information pendant que ma mère poursuivait sa tirade. Nous avions tout prévu, a-t-elle fulminé. Nous avons contracté une deuxième hypothèque pour le mariage de Teresa, mais c'était bien parce que nous allions la rembourser avec l'héritage. Votre grand-mère était censée tout partager à parts égales. Soudain, tout s'est mis en place. C'est pourquoi tu as insisté pour payer mon mariage, dis-je lentement. De toute façon, tu pensais récupérer l'argent de l'héritage de grand-mère. Bien sûr que c'est pour ça. Mais maintenant, regarde ce que tu as fait. Nous croulons sous les dettes et tu as retourné ta grand-mère contre nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, ce qui n'a fait qu'alimenter sa colère. Eh bien, vous venez de recevoir 165 000 $ pour mon mariage. Cela devrait vous aider à payer votre dette. Le visage de maman rougit encore plus. Nous avons déjà dépensé cet argent. Mais ce n'est pas la question. Il faut arranger ça. Va voir ta grand-mère, dis-lui que nous nous sommes réconciliés, que tout cela n'était qu'un gros malentendu. Non, répondis-je, le calme dans ma voix démentant la fermeté de ma décision. Que veux-tu dire? Tu nous dois ça. Mais alors que je la regardais,
quelque chose s'est installé en moi, une détermination inébranlable. Je ne te dois rien, lui dis-je. J'ai fini. C'est le moment où je me suis véritablement libéré du poids de leurs attentes et de leurs manipulations. Alors qu'elle sortait en trombe, j'ai senti un poids se détacher de mes épaules, sachant que j'avais enfin clos ce chapitre de ma vie pour de bon. Je ne te dois rien, plus maintenant. Vos problèmes financiers sont exactement les vôtres. Je ne vais pas mentir à grand-mère pour vous aider à accéder à l'argent auquel vous n'avez jamais eu droit en premier lieu. Avant qu'elle puisse lancer une autre insulte, je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte et lui ai fait signe de partir. Lorsqu'elle hésitait, je la poussa doucement mais fermement hors de l'appartement, fermai la porte et la verrouillai. Elle a continué à crier et à frapper à la porte pendant environ 15 minutes avant de finalement partir. Le lendemain, Teresa a appelé, la voix pleine d'accusation. « Comment as-tu pu leur faire ça ?» a-t-elle demandé. « Ils vous ont tout donné, tout comme ils m'ont donné, et c'est ainsi que vous les récompensez. »« Ils ne m'ont rien donné, répondis-je. Ils m'ont envoyé une facture. »« Ce sont tes parents. Ils ont tant sacrifié pour nous. »« Non, la corrigeai-je. Ils se sont sacrifiés pour toi. J'étais juste le plan de secours pour leur fonds de retraite. » Teresa m'a traité de cruel et sans cœur avant de raccrocher brusquement. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais aussi perdu ma sœur. Mais bizarrement, ça me convenait. J'ai continué à voir grand-mère régulièrement. Elle venait dîner tous les dimanches et nous parlions presque quotidiennement au téléphone. Parfois, les gens me demandaient si ma famille me manquait. Je leur ai toujours dit la vérité, la famille que j'aurais aimé avoir me manque, pas la famille qui existait réellement. Au fil du temps, j'ai appris que parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de fermer la porte à des relations toxiques, même lorsque ces relations sont avec vos parents. Me défendre m'avait coûté ma relation avec mes parents et ma sœur, mais cela m'avait également libéré d'une vie de manipulation et de déception. Ce n'était pas une décision facile, mais elle m'a permis de vivre une vie définie par mes valeurs et ma vérité, entourée de ceux qui se soucient réellement de moi et me soutiennent.